politique familiale autour du premier enfant, du soutien aux jeunes familles actives et de la meilleure prise en compte des familles monoparentales. Mais il faut penser plus loin, apporter des réponses sur les moyens de garde encore insuffisants, à la crise du logement, aux inégalités persistantes entre hommes et femmes dans la conciliation de la vie personnelle. L'élection d'Antoine Valentin dimanche dernier en Haute-Savoie, sous l'étiquette UDR, avec plus de 59% des voix, est un signal politique très fort. Les Français rejettent Emmanuel Macron, ils rejettent votre politique, ils rejettent aussi les Républicains qui font semblant d'être à droite mais qui votent à gauche. Pourquoi? Parce que vous gouvernez contre les Français. Sous couvert d'écologie, vous affaiblissez la France, vous organisez son affaissement. Vous détruisez notre filière automobile, vous étranglez notre industrie et nos artisans, vous accablez nos éleveurs et avec la loi zéro artificialisation nette, vous mettez nos territoires ruraux sous cloche. Se loger devient un parcours du combattant, construire devient un privilège, développer une commune rurale devient impossible. Pire, vous divisez les élus locaux. À haut budget agglomération dans ma circonscription, comme ailleurs, vous montez les communes les unes contre les autres pour quelques parcelles constructibles. Voilà votre vision, spoliation, pénurie organisée et rivalité. Derrière cette écologie punitive, il y a aussi une dérive autoritaire. Le Parlement ne vous suit pas, 49.3. Un texte vous dérange, vous le bloquez. Les Français dénoncent les zones à faible émission, vous les ignorez, vous les méprisez. Vous ne gouvernez plus avec le peuple, vous gouvernez contre lui. Et pendant ce temps, vous imposez un wokisme d'État, mépris, culpabilisation permanente, rééducation. On nous dit comment vivre. Sans information claire. Alors ma question sera simple. Puisque vous ne voulez pas de la transparence pour les consommateurs, donnerez-vous au moins la transparence de vos décisions devant la représentation nationale? Quelles seront les modalités exactes de liquidation de l'Institut national de la consommation? Et surtout, que vont devenir 60 millions de consommateurs? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Papin, ministre des PME, du commerce et de l'artisanat. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Léa Balazs El Mariki. Alors d'abord, je m'appuie sur un rapport du Conseil d'État qui recommande de céder le titre INC. Alors pourquoi? Parce que sa dépendance finalement à l'État est contre-productive. Je vais vous citer des exemples parce que le titre est reconnu, par exemple, pour les tests. Et désormais, les tests, ils sont obligés de passer par les règles de la commande publique. Et donc, c'est beaucoup trop long. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les salariés, j'ai eu une discussion avec le directeur général, ils ont besoin de visibilité, ils ont toujours l'impression de vivre dans la précarité. Voilà. Alors, le développement et la pérennité du titre, je suis sûr de ça, seront mieux assurés dans le domaine privé. Je vais vous dire, oui, mais le titre est très attractif et nous n'avons aucun doute sur l'intérêt que vont y porter de nombreux repreneurs. Parce qu'il ne s'agit pas de la disparition du titre, mais si, c'est plus logique que la dépendance à l'État. Et les travaux, non mais les travaux vont commencer, nous allons recevoir des acquéreurs et je peux vous dire que les 51 salariés, moi je vais veiller à ce qu'ils soient traités convenablement et qu'ils soient repris. Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Économie, appliquer mécaniquement le dispositif des certificats d'économie d'énergie au carburant en Guyane amplifie dangereusement la crise sociale et économique que connaît déjà notre pays. L'augmentation de 27% des obligations dès janvier 2027 entraînera une hausse programmée du prix à la pompe. Le coût des C2E pourrait passer de 7,8 centimes par litre aujourd'hui à 10 ou 12 centimes à court terme et jusqu'à 27 centimes à plus long terme. En Guyane, une telle hausse n'est ni absorbable ni acceptable. Le carburant n'est pas un produit de confort. C'est un bien de première nécessité. Il n'existe en Guyane
aucune alternative crédible à la mobilité thermique. Chaque centime supplémentaire se répercute immédiatement sur le coût de la vie. Le plus injuste, c'est que les Guyanais contribuent à un dispositif dont ils ne bénéficient pas. Les fonds collectés financent majoritairement des opérations dans la métropole. Nous payons donc sans contrepartie. C'est encore une double peine. Ma question est donc claire. Le gouvernement doit exclure la Guyane du dispositif des C2E appliqué au carburant. Est-il prêt à le faire, oui ou non, Monsieur le ministre? Il est impératif d'agir pour éviter qu'une crise sociale majeure n'éclate en Guyane, comme en 2008, celle qui a été précurseur des mouvements et des mobilisations historiques contre la vie chère en 2009 aux Antilles. Américain qui explique qu'il va diriger le Venezuela et capter le pétrole vénézuélien. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que la voix de la France ne soit pas humiliée et qu'elle soit respectueuse d'un projet pour la mondialité fondée sur la justice, le droit et la coopération. On a besoin des États-Unis, en Ukraine notamment. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'ose pas forcément élever le ton face à Donald Trump? Alors dans ma question, il y avait aussi cette interrogation, puisque le président de la République a dit hier, le président français, que ces opérations qui sont en cours, et je souhaite qu'on aille vers un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité, même si je n'ai pas encore compris quelles étaient ces garanties de sécurité, mais qu'en tout cas, dans ce cheminement, cela se ferait, les conditions de sécurité et le cessez-le-feu, sous hégémonie, sous leadership, pour prendre le terme exact, américain. Et là, je m'inquiète, parce que comment avoir confiance dans Donald Trump pour faire respecter le droit, puisque son obsession, c'est de dominer le monde et c'est d'accaparer des ressources naturelles. On a entendu vos inquiétudes, Clémentine Autain. Merci beaucoup. On revient en un dernier mot sur cette séance avec la demande du groupe. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques jours, le groupe La Poste a subi pour la seconde fois en 2 semaines une cyberattaque importante par déni de services distribués, saturant les accès à ses activités postales et bancaires. Il y a quelques mois, ce sont certains de nos hôpitaux qui étaient touchés, voire des collectivités territoriales ou des entreprises, avec parfois le vol massif de données confidentielles de milliers de patients, d'usagers ou de clients. Ces cyberattaques interrogent l'opérabilité de la transposition de la directive européenne NIS 2, qui vise justement à les prévenir, en donnant surtout des moyens d'accompagner les structures et les services potentiellement concernés. La France est aujourd'hui le dernier pays européen à ne pas avoir transposé NIS 2. Elle s'expose aussi à une amende conséquente. En effet, rappelons le calendrier. En octobre 2024, limite fixée par l'Europe pour la transposition, le gouvernement dépose un projet de loi au Sénat sur la cyber-résilience et engage la procédure accélérée. Après la première lecture, le texte arrive à l'Assemblée. Nous sommes alors en mars 2025. La commission spéciale qui l'étudie boucle ses travaux. En eau internationale, une centaine d'impacts. On doit au sang-froid de l'équipage qu'il n'y ait eu ni mort ni blessé, alors que 87 rescapés de sauvetage précédents étaient à bord. Le navire humanitaire est contraint de changer de cap. Les naufragés seront laissés à leur sort. Ce n'est pas un scénario de guerre, c'était le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée. Et quelques jours plus tard, ce fut le même cas pour le Sea-Watch. Ces missions s'inscrivent pourtant dans le cadre clair du droit maritime international qui impose à tout navire. France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, depuis le 6 janvier à Alep, les attaques de l'armée syrienne contre les forces démocratiques syriennes à dominante kurde ont fait au moins 105 morts. Entre 130 000 et 150 000 personnes ont été déplacées de force. Ces attaques visent à la dékurdification de quartiers d'Alep et la destruction de structures démocratiques locales. Enlèvements et demandes de rançon, exécutions par des milices islamistes, exactions et assassinats filmés. La situation humanitaire et politique est dramatique, inflammable. La presse est empêchée, les organisations humanitaires sont prises pour cible. La rupture des négociations et l'escalade des hostilités, initiées depuis Damas par Ahmad El-Shareh alias Jolani, avec le soutien militaire de la Turquie, menacent
gravement la sécurité régionale. L'armée syrienne a exigé que les forces kurdes qui contrôlent une zone à l'est d'Alep se retirent vers l'est de l'Euphrate. C'est un échec de la communauté internationale et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il faut agir pour la paix en Syrie, pour le vivre ensemble entre les communautés kurdes, arabes et syriaques, tel qu'il est promu au Rojava par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Les premières négociations amorcées le 10 mars 2025 prévoyaient la participation du peuple kurde aux nouvelles instances de gouvernement de transition syrien après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Le chaos en cours y fait obstacle. Il est urgent d'intervenir pour protéger les Kurdes, alliés fidèles de la France dans la lutte contre l'organisation État islamique depuis 2014. Nous appelons solennellement la France à convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, l'entrée de l'aide humanitaire et la reprise des négociations politiques. Nous vous demandons également d'intervenir diplomatiquement pour permettre l'entrée d'observateurs internationaux et des journalistes indépendants dans les quartiers placés sous blocus à Alep. Enfin, nous vous demandons d'œuvrer activement à la relance des négociations et d'engager la France comme garante d'une solution politique durable vers et pour la paix. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, madame la Présidente. La question des universités, Stéphanie. Bonjour, vous voulez interroger le gouvernement sur les moyens accordés à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous demandez précisément ? Bien, nous demandons que les moyens soient donnés aux universités. Elles ont toutes voté leur budget en déficit, ou quasiment toutes, en 2026. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a des centaines d'étudiants qui sont en 100% distanciel pour leur première année d'études. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce qu'on fait à ces jeunes de 18 ans qu'on n'a pas de place parce qu'on n'a pas de locaux? Mais écoutez, en tout cas, c'est pour ça, oui. Parce qu'on n'a pas d'enseignants, parce qu'on n'a pas de locaux, parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Donc des jeunes de 18 ans qui sont censés... après, on va leur demander de réussir leurs études en restant tout le temps chez eux à la maison, derrière leur écran d'ordinateur. Non, la situation, elle est catastrophique. La présidente de l'Université de Montpellier a tiré la sonnette d'alarme. On n'entend aucune réponse. Et maintenant, il faut agir parce que c'est de l'investissement, tout ça, pour nos enfants, pour notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors que le budget vient d'être voté, donc théoriquement gravé dans le marbre pour cette année 2026 ? Écoutez, le gouvernement doit... Madame, j'ai 19 ans et j'ai 9 000 € de dette. Ma vie est foutue. C'est par ces mots qu'un jeune m'a interpellé vendredi dernier. À 19 ans, 9 000 €. Pourquoi ? Pour des amendes répétées, parfois délivrées sans que la fraction soit caractérisée, parfois pour seul but d'intimider, souvent sans contrôle, souvent sans échange, souvent et très souvent déléguées à la police municipale. Des amendes qui tombent, qui s'accumulent, qui endettent. Le rapport publié en avril 2025 avec le soutien du défenseur des droits montre que la multiverbalisation peut devenir un outil d'éviction de l'espace public. On ne sanctionne plus un comportement, on sanctionne une présence au faciès. Des jeunes à Évry-Courcouronnes, aux Épinettes, aux Honnêtes, aux Pyramides, sur toute ma ville sont verbalisés parce qu'ils sont là, en bas de chez eux, en groupe, en jogging, assis sur un banc. Les infractions sont parfois inexistantes ou requalifiées. Tapage en plein jour, dépôt d'ordures sans éléments matériels, lot d'amendes simultanées. Mon collègue Abdelkader Lamar a alerté sur le caractère systémique de ces pratiques. Il a demandé une commission d'enquête car il constate les mêmes dérives sur sa circonscription. Car ces amendes ne sont pas seulement injustes, elles fabriquent de l'exclusion. Elles ferment l'accès à l'emploi, au logement, aux services bancaires. Elles installent un sentiment de harcèlement. Elles brisent les liens avec la République. Elles brisent des vies à peine commencées. Allez-vous reconnaître, monsieur le ministre de l'Intérieur, que ces pratiques d'amendes abusives servent à effacer les jeunes de l'espace public? Allez-vous demander au préfet d'effacer ses dettes afin de redonner foi en l'avenir à ces jeunes? La République, monsieur le ministre de l'Intérieur, ne peut pas transformer la jeunesse des quartiers populaires en indésirables. Merci. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, en République française, il n'y a pas d'indésirables.
Il n'y a pas d'indésirables. Tous les citoyens sont libres et égaux et tous ont le droit d'évoluer sur l'espace public normalement. Il n'y a pas d'indésirables. Le terme que vous employez figure effectivement dans une rubrique des mains courantes et la défenseur des droits m'a interpellé là-dessus, mais au même titre que d'autres expressions, et je me suis engagé à le supprimer des mains courantes puisqu'il prête à confusion. Ce terme n'existera plus. Maintenant, de là à aller jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont réalisés au faciès, des verbalisations qui sont réalisées finalement hors tout cadre d'infraction. Mais qui allez-vous convaincre de cela? Qui allez-vous convaincre que les policiers qui ne contrôlent que des gens dont ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils vont commettre des infractions, qui allez-vous convaincre de ces contrôles au faciès qui n'existent pas, Et ensuite, les amendes, les verbalisations, y compris l'amende forfaitaire délictuelle, elle est toujours adossée à une infraction. Et Madame la députée, ce que je vais vous dire est très sérieux, je le pense profondément, mais moi aussi je le pense profondément. Je ne crois pas que nous allons mieux contribuer à l'acceptation de ces jeunes, de ce qu'est la République, de ce qu'est l'autorité, quand on laisse à penser ce que vous laissez penser, c'est-à-dire que la police leur en veut, c'est-à-dire que la police les contrôle pour ce qu'ils sont. Non, Madame la députée, la police est une police républicaine qui fait un travail de sécurisation et de maintien de l'ordre. Et s'il vous plaît, ne dites pas autre chose, parce que ces jeunes, ils sont comme nous, ce sont des citoyens français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Aïda Hadizadeh pour le groupe socialiste.